pour les trous maculaires lamellaires. Nabil, à toi. Merci. Merci Catherine, merci à tous les organisateurs pour l'invitation. Voilà, donc je vais vous parler des trous maculaires lamellaires. Ces trous lamellaires, on connaît, on les voit régulièrement en consultation, mais ça nous pose quand même un certain problème d'indication chirurgicale et on ne sait pas trop s'il faut vraiment les opérer ou pas. Ces trous lamellaires ont été décrits premièrement par Gass en 1976. C'était un trou maculaire partiel, sans perte de substance, de pleine épaisseur. Bien sûr, l'étude anatomique a été améliorée par l'OCT et en 2004, Aoshin a trouvé que ces trous lamellaires ne se ressemblaient pas toujours. Il y avait des pseudo-trous lamellaires, je suis désolé, ça passe mal, et d'autres trous avec une altération dégénérative, tissulaire, avec une perte du tissu rétinien. Donc, on se rend compte que finalement, la physiopathologie de ces trous lamellaires ne se ressemble pas toujours. Il y a deux entités cliniques qui commencent à être décrites. Il y a les trous lamellaires tractionnels, les trous lamellaires tractionnels avec une membrane épirétinienne et un clivage intrarétinien, et ces autres trous lamellaires dégénératifs avec une prolifération prérétinienne, une perte de la substance de toutes les structures de la rétine, une atteinte de la zone ellipsoïde, et ces trous lamellaires ont une acuité visuelle qui est plus basse que les trous lamellaires tractionnels. Leur évolution est aussi différente. Dans ces auteurs, ils ont trouvé quand même l'évolution des trous lamellaires dégénératifs était plus lente que les trous maculaires tractionnels et il y a une corrélation avec l'atteinte de la rétine externe et l'acuité visuelle qui est quand même plus basse dans les trous lamellaires dégénératifs. Je suis désolé. Alors, on distingue donc le trou lamellaire tractionnel avec cette membrane épirétinienne tractionnelle, avec une élévation des bords de la fovea, une séparation intrarétinienne des couches, c'est un clivage donc intrarétinien avec des kystes. Là, ce qui est important, c'est que la zone ellipsoïde reste intacte et le résultat chirurgical et l'indication chirurgicale dépendent donc de l'acuité visuelle comme toute membrane épirétinienne maculaire. En revanche, le trou maculaire dégénératif, on a un large bord fovéolaire, il y a une cavitation intrarétinienne, il y a une altération intrarétinienne de toutes les couches et il y a surtout cette atteinte de la zone ellipsoïde qui quand même qui entraîne cette baisse d'acuité visuelle qui est souvent irréversible et cette prolifération épirétinienne qui est quand même atypique, c'est pas vraiment une membrane épirétinienne tractionnelle, elle est adhérente en tout point sur la rétine, elle n'a pas de propriété contractile et elle ne ressemble pas aux membranes épirétiniennes qu'on connaît. Et bien sûr, on peut avoir des trous lamellaires tractionnels et dégénératifs. Désolé. Alors, quelle différence y a-t-il entre les membranes épirétiniennes maculaires et cette prolifération épirétinienne sur le plan histologique? Les membranes épirétiniennes sont constituées de myofibroblastes et surtout des propriétés contractiles qui sont prédominantes, alors que la prolifération épirétinienne, c'est plus une prolifération cellulaire à la surface de la rétine. Certains auteurs, ils ont trouvé des hyalocytes et des fibroblastes d'origine vitréenne, d'autres, ils ont trouvé des cellules gliales de Muller, donc d'origine rétinienne. Donc, dans tous les cas, ils sont tous d'accord qu'il n'y a pas de propriété contractile dans cette prolifération épirétinienne. Le mécanisme physiopathologique reste encore inconnu. Il y a des hypothèses diagnostiques. Ce serait peut-être une réaction, une altération des cellules de Muller dès qu'on a un stimulus ou un problème quelconque. Ça peut être secondaire à un œdème maculaire, par exemple, entraînant une instabilité mécanique, une déconnexion de la plexiforme externe, des fibres de Henle, entraînant par la suite une dégénérescence des photorécepteurs. Mais ce sont des hypothèses diagnostiques. On ne connaît pas trop encore le mécanisme physiopathologique. Très récemment, l'année dernière, en 2020, plusieurs experts internationaux ils ont élaboré un consensus pour définir le trou lamellaire maculaire à l'OCT. Et donc, ils ont sorti 3 entités cliniques. Le trou maculaire lamellaire, concerne maintenant uniquement le trou lamellaire dégénératif. Et le trou lamellaire tractionnel, il s'appelle membrane épirétinienne maculaire avec fovéoschisis. Et le pseudo-trou maculaire garde sa définition initiale. Donc, ils ont établi des critères principaux pour le trou maculaire lamellaire. Il faut avoir un contour fovéolaire irrégulier, des cavitations intrarétiniennes et des signes de perte tissulaire, et des critères mineurs comme la prolifération épirétinienne ou une bosse centrale fovéolaire et surtout une altération de la zone ellipsoïde.
dans les trous maculaires, dans les membranes épirétiniennes avec foveoschisis, il faut qu'il y ait une membrane épirétinienne contractile, il faut qu'il y ait un foveoschisis intrarétinien et des critères mineurs comme les microkystes ou l'épaississement rétinien et des plis rétiniens. Je suis désolé, il y a les photos qui ne passent pas vraiment parce que ça a été fait sur Mac. Et le pseudotrou maculaire qui garde sa définition qu'on connaît, c'est une membrane épirétinienne qui épargne le centre de la fovea, entraînant un épaississement rétinien et surtout une verticalisation des bords fovéolaires. Et ce qui est important, c'est que l'épaisseur fovéolaire centrale est proche de la normale, d'où le bon résultat post-chirurgical après pour les pseudotrous maculaires. Quelle est l'évolution de ces trous lamellaires avec prolifération? Donc souvent on dit qu'ils sont constants, ils n'évoluent pas trop, et puis finalement il y a une étude là, rétrospective sur 34 yeux, publiée en 2018, où ils ont observé l'évolution sur 40 mois. Ils ont quand même trouvé un élargissement de ces trous lamellaires. Ils ont trouvé une atteinte de la zone ellipsoïde dans 65% à l'inclusion et 85% après 40 mois de suivi. Et il y a une corrélation avec la baisse d'acuité visuelle entre l'élargissement et l'évolution de ces trous lamellaires. Donc ça évolue lentement, mais quand même il y a une évolution. Quand est-ce qu'il faut les opérer, ces trous lamellaires? Est-ce qu'il faut les opérer? Toujours on dit, les trous lamellaires, de toute façon, ne récupèrent pas d'acuité visuelle, ça ne sert à rien de les opérer. Effectivement, les indications sont controversées en raison de cette relative stabilité dans le temps, en raison de la restitution anatomique après chirurgie qui peut se faire sans photorécepteur, donc pas de récupération fonctionnelle. Certains auteurs trouvent une amélioration uniquement dans les trous lamellaires tractionnels et d'autres, plus récemment, ils retrouvent quand même une amélioration fonctionnelle dans tous les types de trous lamellaires. Et il y a aussi une relation entre l'incidence des trous maculaires lamellaires et la survenue de trous maculaires transfixiants quand on les opère, surtout dans les trous lamellaires dégénératifs. C'est pour ça qu'on met du gaz pour éviter ce genre de complications. Alors, une étude rétrospective publiée en 2019 sur 103 patients suivis 6 mois après vitrectomie pour des trous maculaires tractionnels ou dégénératifs. On voit que l'acuité visuelle préopératoire était moins bonne dans les trous maculaires dégénératifs. Les résultats anatomiques sont très bons. À 1 mois, il y a une récupération, une restitution de profil fovéolaire, mais il y a quand même une absence de la récupération des photorécepteurs, alors que la restauration anatomique des membranes épirétiniennes est un peu plus longue et on garde toujours un épaississement résiduel. Sur le plan fonctionnel, la récupération fonctionnelle est significative, l'amélioration est significative dans les deux groupes, mais elle est moins importante dans le groupe dégénératif, le trou lamellaire dégénératif. Donc il y a quand même une amélioration post-opératoire et ça vaut le coup de les opérer. Alors en 2021, donc très récemment, il y a une méta-analyse de 13 études publiant les résultats de vitrectomie des trous lamellaires jusqu'en mai 2020. Donc, dans cette méta-analyse, ils ont 3 groupes, les lamellaires dégénératifs avec prolifération épirétinienne et les anciens trous tractionnels avec membrane épirétinienne. Ils ont étudié le changement de l'acuité visuelle et l'incidence de trous maculaires transfixiants en post-opératoire. Ils ont retrouvé une amélioration, pour faire vite, significative de l'acuité visuelle, similaire dans les 3 groupes, avec une incidence de trous maculaires plus élevée. Donc, il y a même, après cette méta-analyse, on peut récupérer, moins bien que quand il y a une membrane épirétinienne ou tractionnelle, mais ça vaut le coup quand même de les opérer. Et là, plus récemment, une étude de Lariboisière sur 11 patients opérés de trous lamellaires dégénératifs. Ils retrouvent une amélioration de l'acuité visuelle, mais sur ces 11 patients, il y avait 5 patients qui ont une phacoemulsification. Mais ce qui est important et c'est intéressant, c'est qu'ils retrouvent une restauration de la zone ellipsoïde dans 66% et de la membrane limitante externe dans 71%. Donc, à voir, peut-être avec le temps, on a quand même une restauration de la rétine externe. Voici quelques cliniques personnelles que je vous montre. Une patiente de 2009 que je suis pour un trou lamellaire dégénératif à gauche. Et vous voyez, en 12 ans, il n'y a pas vraiment d'évolution, elle a toujours 9/10. Et la question, savoir s'il faut les opérer ou pas. Pour l'instant, on ne les opère pas. Voici un autre cas où on finit par l'opérer. Bon, je fais un peu vite. Et un troisième cas, on voit effectivement le résultat anatomique est très satisfaisant. On a l'impression de les stabiliser, même si on ne les améliore pas dans un premier temps. Qu'en est-il des trous lamellaires du myope fort? Je suis désolé.
Voilà, là la pathologie elle est plus complexe parce qu'il y a une adhérence vitréenne, il y a une membrane épirétinienne, la limitante interne est plus rigide, il y a un staphylome. L'évolution est variable chez le myope fort, parfois elle est stable pendant des années et parfois ça évolue avec un fovéoschisis et un trou maculaire. Voici une étude rétrospective publié en 2020 sur 112 patients avec un suivi de 2 ans. Il trouve quand même une évolution sur une durée moyenne de 67 mois, instable, avec un élargissement du diamètre des trous lamellaires, une augmentation de l'épaisseur rétinienne centrale et l'épaisseur fovéolaire résiduelle diminue avec le temps. Donc chez le myope fort, il y a quand même une évolution. La chirurgie elle est proposée en fonction de l'évolution, en fonction de la baisse d'acuité visuelle et la menace de trous maculaires. Les critères évolutifs, ça c'est intéressant, ils retrouvent que les formes en V, je suis désolé pour les photos, les formes en V et la présence d'un rétinoschisis étaient associées à une évolution vers un décollement fovéolaire, alors que les formes en A, c'est-à-dire qui sont plus larges sur la base et plus étroits en haut, étaient relativement stables. Voici un patient que je suis depuis 2016 avec un trou lamellaire qui reste stable pendant des années, avec 3/10. On est toujours hésitant s'il faut les opérer ou pas. Un autre cas, bon je passe parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je suis désolé. Hop. En conclusion, on a besoin d'une nouvelle classification de ces trous lamellaires pour établir des facteurs pronostiques, savoir identifier les patients qui sont éligibles à une chirurgie. L'évolution, bien qu'elle soit lente, la chirurgie peut apporter au moins une stabilité, voire une amélioration par la suite. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.